Merci bien. Est-ce que vous voyez la première page du PowerPoint? Tout à fait. Oui, c'est bon. Donc voilà, comme l'a dit Emmanuel, avec Jérôme Blanc, nous sommes économistes, mais de manière intermittente, on s'intéresse à la bande dessinée, non pas en tant que critique, mais simplement en tant qu'amateur, et on essaye de voir certains échos dans la bande dessinée par rapport à nos préoccupations plus quotidiennes autour de la monnaie. Donc, le 9e art, comme on l'appelle aussi de temps en temps, et l'argent, on peut l'avoir de deux manières. Comme il vient d'être dit, on peut voir un peu la spéculation qui a pris du côté des planches originales de BD, où c'est devenu un art institué, muséographié, etc. On ne va pas du tout l'aborder de cette question-là, mais plutôt comment, dans certains illustrés, comme on disait auparavant, la question monétaire est abordée de manière plus ou moins frontale. Et en écoutant aussi certaines interventions depuis 2 jours, je me suis dit que et en m'interrogeant sur une question de Martial Poisson à propos de l'homologie, je me suis dit qu'il y avait quand même une parenté entre la monnaie et la bande dessinée, ou en tout cas la monnaie papier, puisque après tout, le billet de banque est une bande qui est dessinée avec une iconographie, avec des codes narratifs, avec certains personnages qui apparaissent de manière récurrente, avec des signatures, etc. Hein. D'ailleurs, comme le disait Benjamin, on peut remplacer son analyse des billets de banque avec ses documents aux allures naïves par la bande dessinée. Il suffirait de reprendre la première phrase et de dire qu'on a un monde constitué de jeunes innocents qui jouent autour de chiffres, de déesses qui tiennent des tables de la loi, ou de héros mûris qui rengainent leurs épées. Alors, Benjamin rajoute, en parlant du billet de banque, que c'est une architecture en façade de l'enfer, ce qu'on peut difficilement appliqué à la BD, mais en tout cas, il y a une certaine homologie de ce côté-là, et on a tout un système de codification et d'images qui sont récurrentes. Alors, on a essayé de s'appuyer sur plusieurs bandes dessinées qui nous ont nourris, en fait. Hein. C'est un choix totalement arbitraire, parce qu'aujourd'hui, l'argent est devenu quelque chose de très, très investigué, enfin en tout cas traité frontalement par la bande dessinée avec plein de séries depuis les années 2000-2010 autour de la finance, de la monnaie, etc. On a préféré s'intéresser à une période bien particulière qu'on appelle l'âge d'or, alors qui correspond à la période où le dollar était convertible en or, hein, c'est-à-dire les 30 Glorieuses, avec des auteurs classiques tels que Hergé, Franquin, Goscinny et quelques autres, non pas de manière chronologique, mais de manière thématique, avec 4 thèmes. Comment apparaît la monnaie dans certaines BD, dans certaines fables, dans certains récits, comment elle circule et quels sont les effets que ça va produire, et comment il est représenté, les effets aussi de sa duplication, et avec aussi des images qui évoquent sa disparition plus ou moins souhaitable. Donc, on va commencer historiquement avec les âges farouches, hein, avec Rahan, qui a été créé par André Chéret et Roger Lucureux, pardon, à la fin des années 60, dans les hebdomadaires PIF, qui tirait quand même à des centaines de milliers d'exemplaires dans les années 70. Alors, c'est paradoxal, puisque dans Rahan, a priori, il n'y a pas de monnaie. Hein, on est dans un monde de tribus qui sont dispersées, et Rahan va de tribu en tribu en encourageant l'entraide, l'inventivité, etc. Mais il y a un épisode de Rahan qui fait exception à ce monde amonétaire, c'est cet épisode qui s'appelle Les Coquillages Bleus, qui est paru en 73, et qui essaye d'expliquer, ou en tout cas de représenter, l'apparition de la monnaie et quels effets elle va produire. Et donc, ce sont des coquillages. Alors, dans certaines parties du monde, on a longtemps utilisé les cauris. Donc, de ce côté-là, c'est assez documenté. Je pense que le scénariste aussi s'est inspiré de Mauss avec le don et le contre-don, puisque il y a toute une histoire d'offrande dans cette histoire et de réciprocité. Et il se trouve que ces coquillages dans cette histoire sont assez inaccessibles, donc en tout cas difficilement accessibles, et que Rahan va, au cours de après certaines péripéties,
désenclaver le gisement et rendre la monnaie abondante, en quelque sorte, dans la communauté. C'est-à-dire que les coquillages vont se dévaloriser. Et le message, c'est que l'argent est plutôt néfaste, puisqu'il attise la convoitise et les rivalités, la violence de la monnaie, hein, comme auraient dit Michel Aglietta et André Orléans. Et certains critiques récents de cette bande dessinée parlent de communisme préhistorique. Et les coquillages ne font pas le bonheur, comme le dit Rahan à un des personnages de l'histoire. Et en tout cas, on a ce premier type de message avec une autre BD qui se replace aussi dans les temps préhistoriques, mais de manière beaucoup plus humoristique et dans un contexte différent. C'est Achille Talon avec l'Archipel de Sans un rond, où là, on a quelque chose de beaucoup plus didactique, où Greg représente en fait une double histoire, à la fois un retour dans le passé avec Achille Talon qui se retrouve aux âges préhistoriques et qui explique qu'il faut un teneur de compte, quelqu'un qui tient les comptes pour qu'on puisse surmonter le problème du troc. Et dans un deuxième temps, sur une île qui s'appelle Troc à tout va, donc dans l'archipel de Sans un rond, on nous montre que là aussi, les rivalités font que le banquier devient nécessaire. Là, le banquier devient un sauveur. Donc la monnaie de banque est quelque chose de nécessaire pour surmonter les rivalités. Alors, on a finalement, à partir du même point de départ, l'île et la préhistoire, on a deux points d'arrivée totalement différents, qu'on peut peut-être relier au type de support qui publiait ces deux BD, c'est-à-dire Pif, qui était le successeur de Vaillant, qui avait été créé par le Parti communiste français dans la presse pour enfants, alors que Greg a créé son histoire, lui, pour un support interne, un journal de communication du Crédit Lyonnais. Donc on a vraiment deux types de lectorat qui vont être totalement différents. Là où on explique que le banquier est quelqu'un de très bien et nécessaire, en fait c'est dans une bande dessinée qui était à destination des banquiers elles-mêmes, et pas du tout avec le même public que celui de Pif. Alors, autre auteur qui est fasciné, il me semble, ou il nous semble plutôt, par l'argent et qu'il met en scène de manière très récurrente, c'est Goscinny, alors qui est lui une véritable banque centrale, hein, puisqu'il a à peu près 150 albums à son actif, qui publie l'essentiel de son œuvre pendant les Trente Glorieuses avec deux mythes, Astérix et Lucky Luke, l'Antiquité d'un côté, le Far West de l'autre, les sesterces pour Astérix, le dollar pour Lucky Luke, et on voit très bien dans certaines BD scénarisées par Goscinny que l'argent produit des effets d'inégalité et de hiérarchisation, particulièrement dans les albums qui paraissent dans les années 70, en particulier Le Domaine des Dieux et Obélix et compagnie, où, alors bon, ça c'est le trope de départ, c'est on a une économie qui est quasiment autosubsistante et qui est encadrée par la Rome impériale, mais il se trouve que dans le village, on utilise quand même les sesterces qui sont des monnaies romaines, qui est une monnaie d'occupation, hein, on peut y voir plein de messages derrière ça, et que la monnaie de l'occupant, c'est une monnaie puissance. Hein. On voit très bien que Rome va imposer son système fiscal, et d'ailleurs, dans une des aventures, on a le percepteur qui s'appelle d'ailleurs Garovirus, comme la plupart des Romains, il a un nom qui finit en US, et on voit très bien les trafics, la corruption, etc., qui tournent autour de ceci. Et dans le domaine, dans Obélix et compagnie, on voit très bien aussi les effets, alors avec un jeune énarque qui ressemble beaucoup à Chirac à l'époque en 76, qui demande à César l'ouverture des crédits et qui va perturber totalement l'économie frugale d'Astérix et d'Obélix, et qui va créer justement l'appétit du luxe, des effets de rivalité, et le chef qui auparavant était incontesté devient une espèce de personnage de seconde zone parce que justement il n'a pas accès à l'argent directement, et que ce sont les producteurs, en particulier de menhirs, qui ont accès à l'argent. Donc on a vraiment ces effets de hiérarchisation avec une métaphore. Hein, Nicolas Rouvière a publié plusieurs articles sur Astérix comme métaphore de la France gaulienne vis-à-vis de l'impérialisme américain. On peut associer Rome aux États-Unis dans plusieurs des BD. Bon, on voit ça donc dans Astérix, mais on voit ça aussi beaucoup dans Lucky Luke, où là, on va dans un pays où le dollar est roi,
la valeur suprême. Alors, quand on le voit, comme on le voit dans une de ces illustrations de Maurice, on ne tire pas sur l'argent, c'est immoral. Hein, c'est la seule règle qui domine vraiment, c'est que le dollar va irriguer l'ensemble du corps social. Là, on n'est plus dans un village isolé et frugal, on est dans un lieu où, en fait, c'est la mise à prix qui est le modèle dominant. Hein, c'est-à-dire que les Dalton sont évalués par rapport à leur prix, aux affiches par lesquelles on valorise chacun des frères Dalton. On a un album qui est dédié à cette problématique de la valorisation des humains, hein, le chasseur de primes, avec tout un système d'enchères et avec une symbolisation. Alors, je ne sais pas si c'est Goscinny ou Maurice qui ont imaginé ça, mais on paye les chasseurs de primes en leur jetant des billets aux pieds, et même lorsqu'ils vont déposer leur argent à la banque, on leur jette le reçu aux pieds. C'est-à-dire que c'est de l'argent sale que personne ne veut toucher. Et d'ailleurs, Lucky Luke est celui qui va s'abstraire de ce monde de l'argent sale, puisqu'il refuse systématiquement les récompenses qu'on lui offre quand il capture un hors-la-loi, et il ne touche pas l'argent. Il reste en dehors du circuit monétaire. Donc, chez Goscinny, on voit quand même que l'argent, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Un autre créateur aussi marquant de ces années-là, c'est Hergé. Hergé qui met alors qui laisse généralement l'argent à l'écart, mais qui le met en scène quand même dans trois aventures des années 30 et 40 de Tintin, L'Oreille cassée, L'île Noire et Le Crabe aux pinces d'or, avec le phénomène de la spéculation et de l'hyperinflation dans L'Oreille cassée, où le fétiche, qui est une œuvre d'art, enfin une œuvre primitive soi-disant unique, en fait finit à la fin de l'album par être reproduite en série, et Tintin vient de l'acheter 200 francs, il la voit à 17 francs dans une vitrine, et en fait il voit que en fait, le fétiche est reproduit de manière hyper inflationniste. Alors ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les années 30. Hein. Il y a le roman de Gide sur les faux monnayeurs, il y a celui de Ramuse aussi, et il y a surtout le personnage de Lang, Murnau, Mabuse, qui est un faux monnayeur également. Et donc le faux monnayage imprègne vraiment les aventures de Tintin à cette époque-là, avec le point central de L'île Noire, le seul album qui a été redessiné 3 fois, et à chaque fois, le cœur de l'intrigue, le foyer de l'intrigue, c'est la grotte au fond de L'île Noire, qui est le lieu duquel on produit des faux billets. Et on voit le soin qui a été apporté à chaque fois à la représentation de la planche à billets, justement, qui est censée asphyxier les économies européennes, puisque à l'époque, on redoute cette inflation. Et donc, à la fin, le boulot de Tintin, c'est d'emprisonner les faux monnayeurs. Et dans un autre album aussi, on voit les Dupont, qui sont eux-mêmes des faux jumeaux. Alors, Hergé a été fasciné toute sa vie par le faux, la duplication, etc. Et d'ailleurs, l'Alphare, à la fin de sa vie, aurait dû être consacré à Fernand Legros, qui était un faussaire des années 70. Et on voit que la perturbation dans les échanges, les Dupont sont chargés d'enquêter sur du faux monnayage, et en fait, ils payent avec une fausse pièce. Et ils sont obligés de se sortir de cet embarras grâce à un billet. Bon, et donc ce thème du faux monnayage est quelque chose... Alors, autant la monnaie est quasiment absente de Tintin, autant la fausse monnaie est très présente et véritablement représente le cœur de certaines des aventures. Alors, ce schéma va être repris dans pas mal de BD des années 50, 60, en particulier chez Tillieux, où on a aussi des épisodes qui s'intéressent à la fausse monnaie, dans Félix, dans Tif et Tondu aussi, où on a quasiment une reprise de l'imaginaire et de l'imagerie de Hergé dans une BD des années 70 aussi. Et puis, on ne pouvait pas passer, quand on parle de BD d'argent, un héros au nom prédestiné qui s'appelle Le Franc, que ce soit belge ou français d'ailleurs, ça a la même signification, où on a une opération Thor, une aventure, où là, la fausse monnaie est déversée sur les États-Unis et fausse totalement les échanges, avec une fièvre spéculative qui saisit les acheteurs suite à ce déversement d'argent gratuit en quelque sorte, et les prix montent de manière totalement subite. Et on voit bien que dans l'école à la Hergé, hein,
avec Jacques Martin, avec Tillieux, etc. Il faut défendre la société contre les fausses monnaies. On n'est pas du tout dans la même problématique que chez Goscinny. Et quatrième thématique, celle de la disparition de l'argent. Alors, on a un anti-héros, là, c'est Gaston Lagaffe, qui au début est, comme son nom l'indique, quelqu'un qui va un peu semer le désordre, mais qui, de plus en plus, dans les années 70, là encore une fois, va être concerné par deux objectifs, deux fétiches à combattre, les contrats du fameux de Messmacher et l'argent qui est représenté par le parc-mètre. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans les années 70, et on voit très bien le dessin, la couverture, où on voit l'État sous la forme de Lontarin, le policier, et Gaston qui est sommé de payer son parc-mètre qu'il a auparavant détruit, mais qu'il faut quand même qu'il paye. Et ça peut rappeler aussi certaines thèses de bataille avec la part maudite. Alors, les contrats, il faut ne pas s'y soumettre parce que, comme ça avait été souligné dans un article de la revue Esprit dans les années 80, au cœur du projet de Gaston, il y a quand même l'antiproduction, c'est-à-dire qu'il faut saboter, c'est un saboteur, Gaston, qui va systématiquement empêcher les contrats d'être signés avec de Messmacher, puisque le contrat, c'est un outil de soumission à une autorité. Et puis aussi, et dans les derniers albums, c'est vraiment la cible principale de Gaston, c'est le parc-mètre, qui est apparu dans les années 60-70, qui est en fait un outil qui consiste à privatiser l'espace public. Et donc, Gaston Lagaffe va mener une véritable croisade contre les parcs-mètres, qu'il va supprimer par toutes les méthodes possibles et imaginables. Il va les scier, les transformer en nichoirs à oiseaux, etc., etc. Et donc, il va s'attaquer à ce totem. Et on voit bien donc qu'il faut faire disparaître ce fétiche et l'argent qui est derrière ces parcs-mètres qui, encore une fois, visent à déposséder les individus de l'espace public. Alors finalement, on retrouve donc bataille avec l'explosion et le potlatch généralisé chez Franquin et chez Gaston Lagaffe. Pour reprendre les mots de bataille, il faut dériver la production excédente d'une croissance industrielle, soit dans des œuvres improductives, ça c'est vraiment le projet de Gaston, dissipatrice d'une énergie qui ne peut être accumulée d'aucune façon. On voit que, contrairement à ce qui est souvent dit, Lagaffe déploie une énergie assez démesurée pour essayer de combattre le système capitaliste avec ses armes à l'intérieur des éditions Dupuis. Donc cette question de l'argent en tant qu'énergie, en restant quand même sans trop donner de signification à ces vignettes, mais quand même, on pense avec Jérôme qu'il y a un message derrière et que ça influence quand même la vision des lecteurs. Si on prend l'argent comme pure énergie, qui a été déjà cité 2 ou 3 fois dans le colloque, on a cette énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Alors chez Greg, mais encore une fois, c'est une commande des banquiers, pour lui, la banque et la monnaie scripturale, c'est du progrès. Mais chez les autres auteurs de cet âge d'or de la BD, encore une fois, l'énergie, elle doit être dérivée, ou elle peut être dérivée, il faut combattre cette dérivation, c'est l'école de la ligne claire de Hergé. Il faut la domestiquer, ça c'est vraiment le message de Goscinny, et dans une moindre mesure de Lecureux. Et cette énergie, elle peut être explosive. Et ça, c'est vraiment le message, il nous semble, de Franquin et de toutes les planches qu'il consacre à cette question de la monnaie et de l'argent dans certaines de ses séries. Voilà, je vous remercie.